Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre ce combat, c'est possible. Moi tous les Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur l'Arborel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mamadou Koulibaly, chargé des programmes de Grand Major Project, Changement par la culture. M. Koulibaly, bonjour. Bonjour Aruna. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau. Oui. Mes premiers mots, j'aimerais quand même vous remercier et vous féliciter du travail que vous êtes en train de faire dans le département. J'ai suivi un peu Gorel TV au départ, ses débuts. Oui. Je crois que c'est une jeune équipe très engagée, très dynamique et puis avec une vitalité et qui a su s'imposer sur le terrain. Je pense que je tenais quand même à le dire dans mon propos. Et aussi cette prégnance, j'apprécie beaucoup et je vous respecte avec vraiment cet engagement dont vous faites montre. D'accord. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet qui est le Covid-19, permettez-moi de vous souhaiter un excellent Ramadan Moubarak en quelque sorte. Merci beaucoup. À mon tour de vous souhaiter aussi les mêmes vœux. Souhaiter que Dieu nous accorde la paix et qu'on puisse véritablement traverser cette épreuve-là avec les conditions dans lesquelles nous sommes en train de traverser, que Dieu nous accorde toute la force nécessaire et vraiment les conditions pour pouvoir traverser cette épreuve-là. Très bien. Alors, la pandémie du Covid-19 a bouleversé le monde entier. Aujourd'hui, dans notre pays, le Sénégal, nous avons enregistré 104 cas positifs, 17 cas dans le département de Vélingara et 12 décès des suites du Covid-19. Alors vous, quel est votre mot sur ce bilan inquiétant? Oui, je pense que c'est une situation internationale qui touche tous les secteurs du monde et qui préoccupe tout le monde. Oui. Je pense que aussi bien moi que vous et tout le monde est préoccupé par cette situation qui, si vous remarquez, qui vient de loin et qui en fait a ébranlé le monde et n'épargne personne. Et mon regard, c'est vraiment comme tout citoyen sénégalais, de voir que la situation est inquiétante. Mais pour autant, je pense qu'il nous appartient de voir que nous sommes en réalité nous-mêmes, nous devons nous battre. Il ne faut pas, je pense, baisser les bras. Il s'agit pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons constituer une force pour combattre le corona. Je pense que c'est ça en fait le défi pour tous les citoyens sénégalais. Alors, très rapidement, vous êtes chargé des programmes de Grand Major Project, Changement par la culture. Alors, pouvez-vous nous revenir, nous expliquer un peu ce qui est Grand Major Project, son rôle, sa vision? Grand Major Project, Changement par la culture est une organisation américaine et qui est reconnue comme association étrangère au niveau du Sénégal depuis 2011. Et nous avons un siège, la directrice est en Italie, et avec un petit personnel, avec des assistants. Le siège national est à Hambourg et au niveau de Vélingara, je suis chargé de coordonner les activités, donc la mise en œuvre aussi des activités se font à Vélingara. Donc on a les programmes, tous les programmes que nous mettons en œuvre sur le terrain sont exécutés à Vélingara. Maintenant, nous faisons aussi des activités dans plusieurs pays, comme la Mauritanie, comme la Côte d'Ivoire et ailleurs. Ça, c'est des activités en fait de la consultance pour appuyer un peu les organisations à développer des approches communautaires au niveau de leurs programmes respectifs. Donc ça, c'est des choses que nous faisons également.
pour pouvoir mettre en œuvre des programmes communautaires. Donc ça, c'est une mission de Grand Nozo Project. Mais disons, globalement, la mission de Grand Nozo Project, c'est vraiment de contribuer au bien-être des familles et des femmes pour vraiment des pays en développement, pour les accompagner, surtout pour ce qui concerne les enfants et particulièrement les filles. D'accord. Alors, en vous entendant parler, vous menez des actions citoyennes et sociales envers la population, les populations en quelque sorte. Alors, nous sommes dans un contexte particulier. Aujourd'hui, le Sénégal est frappé par le Covid-19. Parce que depuis que le président de la République, Macky Sall, a appelé à l'élan de solidarité, tout le monde est impliqué, que ce soit des organisations non gouvernementales, que ce soit des organisations publiques. Quelle est, votre réponse par rapport à cet appel du président de la République? D'abord, dans un premier temps, la première réaction était de réfléchir, de voir quelle était la stratégie qu'il fallait développer, parce qu'on avait plusieurs programmes qu'il fallait mettre en œuvre. Et naturellement, ces programmes ne pouvaient pas être mis en œuvre si la question du corona n'est pas encore réglée. Et avec l'appel du président de la République, nous avons répondu à cette affaire-là, en tant qu'organisation travaillant dans les communautés, en quoi faisant? D'abord, en réagissant pour appuyer les communautés. Donc nous avons apporté notre contribution au niveau des communautés en détergeant. Au niveau national ou bien au niveau départemental? Au niveau département, au niveau de la commune, dans nos deux zones d'intervention, c'est-à-dire au niveau de Kounkan et de Kandja et de Nemataba. Donc nous avons apporté directement au niveau des communautés vraiment notre contribution en savon et le service hygiène avec 25 litres de carburant. Vraiment notre contribution et nous menons d'autres activités sur le terrain. D'accord. Alors, tantôt vous avez parlé de contribution. Au-delà de la contribution, est-ce que vous avez mené des activités physiques, c'est-à-dire descendre sur le terrain, comme vous le faites dans d'autres contextes, descendre sur le terrain auprès des populations pour mener une sensibilisation par rapport à la pandémie du Covid-19? Est-ce que vous l'avez eu à le faire? Effectivement, parce que quand nous avons apprécié la situation, d'abord on a d'abord attiré l'attention du niveau central, du niveau national, parce que nous avons des collègues, des collaborateurs qui sont au niveau central, qui travaillaient un peu dans la politique, la stratégie de communication, surtout au niveau du SNEPS. Alors nous avons dit, d'abord dans un premier temps, la première des choses, c'est que la question communautaire, l'engagement communautaire manquait. Et nous pensons que c'est vrai, jusque-là, il y avait des stratégies au niveau de la télé, au niveau de la radio et tout ça. Mais on s'est dit que pour véritablement lutter contre cette maladie-là, on avait besoin d'un engagement communautaire, c'est-à-dire au niveau communautaire. Quel va être le rôle des leaders, des chefs de village, des imams, des leaders de différentes générations? Et là, nous avons attiré l'attention du niveau central et heureusement, le collègue qui est là-bas a dit qu'au niveau du ministère de la Santé, les gens se sont rendus compte qu'il y a eu moins d'efforts, on n'a pas véritablement travaillé dans l'engagement communautaire. Et c'est pourquoi nous, dans le cadre du travail que nous sommes en train de faire, nous travaillons à renforcer le leadership local. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons organisé dans les différents villages où nous travaillons des rencontres avec les différents leaders. C'est les leaders jeunes filles, jeunes garçons, grand-mères, mères, les jeunes, les pères et notables, et ensuite les imams. Donc il fallait les faire réfléchir. D'abord, parler du corona. Quels sont les modes de transmission? Comment ça se manifeste? Etc. Et donc nous avons discuté. Mais avant cela, nous avons fait venir le PS de Veli, du district de sanitaire, parce qu'il fallait qu'on comprenne. Il y avait beaucoup d'informations, mais quelle était l'information, la bonne information? Au préalable, vous avez discuté avec le PS qui est venu ici, qui nous a fait une session de formation avec l'équipe, parce que je pensais que c'était important qu'on ait une orientation sur qu'est-ce qu'il faut dire en réalité, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Et on a eu une session avec Dien, qui est parti, Hadi, et donc à la suite de ça, nous avons peaufiné, organisé selon le contexte culturel. Parce que nous pensons que la maladie, c'est vrai, il y a des informations au niveau national, mais comment adapter ça avec le milieu culturel? Et c'est ça que nous avons fait. Nous avons adapté le matériel que nous avons reçu. Nous avons, comme nous connaissons le milieu culturel, nous avons essayé en tout cas de discuter avec les communautés en fonction de leur réalité. Comment ils vivent. Je donne un exemple très simple. Par exemple, vous savez, au niveau national, on ne parle pas de peau. Tu sais, quand le fouladou, quand quelqu'un arrive, la première des choses, c'est qu'on lui donne de l'eau à boire. Ça, c'est un geste qui est vraiment naturel chez le fouladou. Mais il fallait faire réfléchir les communautés à savoir, ce pot-là, celui qui arrive, est-ce qu'il n'est pas
malades, etc., etc. Donc tout ça, c'est des éléments que nous avons pris en compte. Par exemple, les gens peuvent venir et puis on les accueille de façon... Donc on les a fait réfléchir sur beaucoup d'aspects des pratiques qu'eux, ils vivent et qu'ils mènent au quotidien et qu'ils menaient auparavant. Donc on a attiré notre attention sur tous ces aspects-là. Donc au cours de ces séances de discussion, nous on n'aime pas le mot sensibilisation parce que nous parlons d'éducation sociale. Parce que pour nous, la sensibilisation, c'est comme si tu prenais un âne, tu lui tapes, tu lui dis bon, il faut t'orienter vers là. Donc c'est un terme qui est galvaudé, qui est utilisé un peu partout. On le concède aux gens, c'est pas grave parce que c'est vraiment quelque chose qui a été utilisé. Mais nous pensons que pour qu'il y ait des changements de comportement, pour que les gens acceptent, comprennent que ça, nous devons nous-mêmes nous investir, que nous sommes la solution de ce problème-là. Il fallait les amener à discuter et à échanger. Et c'est ça que nous avons fait dans les communautés, en respectant bien sûr les gestes barrières, la distanciation sociale, pour discuter. Et c'est des petits groupes. On a fait avec des petits groupes de 6-7 personnes pour que les gens... Et ensuite, ils ont mis en place des comités. Pensez-vous que le message est passé finalement parce qu'on sait la réalité du milieu rural. Et les gens ne croient pas trop vite à la pandémie du Covid-19. Je ne sais pas si c'est du fanatisme. Mais comment vous avez pu passer le message? Oui, le contexte, comme j'ai dit, le contexte local. Parce que vous savez, les gens, c'est pas évident qu'on change en un coup de tête les gens. C'est pas évident. Le changement, c'est beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et c'est des efforts combinés. Nous seulement, on n'a pas le monopole de la vérité, on ne peut pas régler. Mais je pense que ce que moi je vois, c'est que même s'il y a quelque part des choses qui sont en train d'être par-ci par-là, malgré les radios, souvent les gens disent, malgré ce que les gens disent, ce que la télévision dit et tout ça, c'est lié à la personne. Parce que le processus de changement est un processus complexe. Donc moi j'ai des habitudes chez moi, et pendant des années je le faisais, mais on me demande un beau jour de le changer, c'est pas évident. Mais c'est un processus. Je pense que cette crise va nous permettre, nous, aussi bien les États, les pouvoirs publics, que les organisations, à revoir notre manière de travailler avec l'économie. L'objectif, c'est de faire en sorte que les communautés, face à chaque crise, qu'elles puissent réagir. Pour ne pas attendre, par exemple, qu'une autorité dise... Mais est-ce qu'elle est préparée au préalable? C'est ça le défi. C'est ça, nous, en tout cas, notre bataille, parce que nous avons une autre façon de voir le développement. Pour nous, parce que souvent, c'est pourquoi dans l'approche que Grande Mesure Project développe, nous disons aux communautés qu'on n'a pas d'argent à donner aux gens. Qu'on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'appui, on ne parle pas, etc., etc. Les communautés le savent, on collabore avec elles. Parce que pour nous, la force, la richesse la première richesse, c'est le capital humain. Et toutes les communautés ont un capital humain qui leur permet de réfléchir et de réagir face à des situations. Et c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de les amener à réfléchir, à susciter la réflexion pour qu'elles sachent que voici notre potentiel. Mais il nous suffit simplement de nous organiser et de voir ce potentiel-là et d'engager encore la dynamique pour aller vers le développement. Et je pense que c'est une synergie. Mais si Grande Mesure Project fait ce travail-là, une autre organisation fait autre chose, donne de l'argent, ça bloque les choses. Je pense que c'est une concertation, une synergie de toutes les actions, de la part de l'État, de la part des autres organisations, pour que les communautés sachent que c'est à eux de réfléchir sur le problème, c'est à eux de trouver les solutions. Évidemment, on va appuyer, mais d'abord, le fondement, ça devait découler de... Très bien. Monsieur Kouba, et quelle est votre relation avec les responsables locaux, je veux dire par les autorités administratives locales? Elles sont informées de toutes les activités que nous menons. Par exemple, dans le Kandia, c'est depuis 2008, c'était d'abord avec World Vision, ensuite 2011. Mais en tout cas, toutes les actions, c'est avec leur autorisation que nous les menons. Au niveau de Nemataba également, c'est avec l'autorité locale. Ils sont informés s'il y a un feedback qu'on donne. Il y a des activités qu'on mène également qu'on a menées dans le passé avec le conseil municipal pour leur permettre de comprendre ce que nous faisons dans la communauté, parce que c'est la porte d'entrée. Quand vous faites un travail dans une commune, il faut d'abord que la commune et les autorités locales comprennent qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et c'est à eux aussi d'agréer, en tout cas, le travail que vous êtes en train de faire. Donc c'est une collaboration très, très, très sincère
Et à chaque fois qu'on doit les impliquer, ils sont impliqués, ils sont informés de ce que nous faisons. Donc même lorsqu'on mettait en place l'appui, nous avons d'abord tenu à les inviter ici pour qu'ils voient, pour qu'ils sachent qu'on va déposer directement au niveau de la communauté. Donc je pense que... Ils ont participé financièrement pour vous appuyer ou bien... Non, ils n'ont pas participé financièrement. Bon, nous on a apporté l'appui pour les communautés. Parce qu'on a pensé que c'était mieux de les amener directement au niveau communautaire, au niveau de chaque village avec lequel nous collaborons, pour que vraiment les gens sentent qu'on est avec eux. Parce que je pense que c'est une période spéciale, dans le sens où tout le monde a peur. Et nous avons vu que le fait que nous sommes allés sur le terrain, ça avait davantage motivé les communautés, parce qu'ils n'ont vu aucune personne. Et vous voyez, imaginons que nous, on collabore avec quelqu'un, avec des gens. Il y a eu une maladie, il y a une crise, et paf, on disparaît. Vous voyez ce que ça crée. Ça ne renforce pas les relations. On s'est dit non, quelle que soit la situation, on va... Enfin, nous sommes en train de... La situation est complexe. Nous-mêmes, nous sommes exposés. Mais on s'est dit qu'il faut aller sur le terrain. Il ne faut pas les abandonner. Il faut les encourager. Il faut relever un peu leur état psychologique. Parce que ça, c'est important. Pour les encourager. Et psychologiquement, toi, moi, nous tous, nous sommes dans la crainte. Et c'est comment ça se passe dans les communautés. C'est encore pire. Mais non, on a pensé que le fait d'aller sur le terrain, d'abord, c'est deux objectifs. On va les informer, mais également, on essaie de les encourager à comprendre qu'ils sont la solution et ils doivent s'engager. Ce n'est pas de baisser les bras. Et c'est ce travail. Y aura-t-il un retour pour voir ce que vous avez pu faire, si le résultat est satisfaisant en quelque sorte? Bien sûr, on a une chargée de suivi et évaluation qui va faire dans les prochains jours, là où nous sommes passés, pour faire des interviews, pour comprendre qu'est-ce que les communautés ont fait. Parce qu'il y a eu des communautés, qu'est-ce qu'elles ont eu à faire au niveau, parce qu'ils ont pris des engagements. C'est quoi? C'est de veiller à ce que vraiment le lavage des mains soit continuel, parce qu'il ne faut pas que les gens baissent les bras. Moi, je prends l'exemple de certaines maisons, à Vélingara même, quand on passe au début, c'était très actif, le lavage des mains, mais on se rend compte que les gens ne prennent plus le temps de dire mais il faut laver tes mains. Tu vois? Donc c'est pour dire que comment ça va se passer dans les communautés, les gens vont lâcher, surtout qu'on n'est pas habitué à faire ça. Je pense qu'il faut continuellement rappeler. Le processus doit être vraiment continu, un processus qui permet, et c'est ça, c'est pourquoi on va aller, et le comité était chargé de veiller à chaque fois, est-ce qu'il y a de l'eau, il y a du savon, mais également, est-ce que les entrées sont filtrées, ceux qui viennent d'ailleurs, est-ce que c'est des étrangers qui doivent rester, il faut faire le signalement, etc. Donc, il y avait ce travail qu'il devait faire, et donc elle va être chargée d'aller pas vérifier, mais d'aller voir un peu ce que les gens, les comités ont eu. Très bien. Des moments que vous rencontrez des difficultés avec ces comités-là, c'est-à-dire parce que grand-mère de projet, quand on comprend en français grand-mère, je veux dire grand-mère en quelque sorte. Mais est-ce que ces grandes-mères-là ne vous donnent pas des orientations par rapport au retour à la source ancestrale, les plantes, la médecine traditionnelle? Pour nous, c'est des ressources. C'est-à-dire que la grand-mère est une ressource. Les personnes âgées, c'est des ressources. C'est-à-dire que ce que nous faisons, nous partons des connaissances locales. Et on valorise celles qui sont positives. C'est-à-dire qu'il y a des choses, évidemment, toi, moi, nous avons grandi dans ça. La grand-mère a donné comme des décoctions et tout ça. On a grandi dans ça. Donc ça, c'est des réalités qui existent. Et il ne s'agit pas de dire aux gens ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon, mais il s'agit de valoriser ce qui est positif, ce qu'ils pensent que c'est positif. Maintenant, il y a des choses qu'il faut améliorer. Peut-être qu'il y a des choses qu'on avait l'habitude de faire qui ne marchent plus. Donc on les fait réfléchir par rapport à ça. Est-ce que c'est une situation qu'il faut continuer à faire? Et donc c'est à eux d'arriver à une conclusion pour dire maintenant, attention, à l'époque, peut-être il y a 20 ans, 30 ans, on n'allait même pas à l'hôpital. On soignait même nos maladies, nos plaies à la maison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il va falloir aller à l'hôpital, il va falloir pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Et donc, on les fait réfléchir par rapport à ça. Et eux-mêmes, ils arrivent à des conclusions pour dire que ça, c'est important, mais ça, il faut nécessairement aller faire ça. Donc c'est un peu, c'est pas des difficultés, mais c'est plutôt une réflexion qu'on engage au niveau des communautés. Très bien. Alors, toujours dans ce même sillage-là, il arrive des moments qu'on taxe les ONG de casser notre objectif. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer le cas de Grande Marche de Projet, s'il y a un autre objectif caché, parce que les gens disent que voilà, les ONG des fois
favorise la promotion des lobbies extérieurs, des lobbies internationaux. Est-ce que c'est votre cas dans ce combat-là? Non, parce que nous d'abord, bon, peut-être que, tu sais, on est dans notre démarche logique. Oui. J'ai l'habitude de dire que si on voulait avoir beaucoup de ressources aujourd'hui, on aurait pu avoir des ressources pour faire du n'importe quoi. Mais on a une croyance. Oui. Et notre croyance, c'est que pour nous, on croit au potentiel de la communauté. Oui. Pour nous, il ne faut pas changer notre vision. Et chacun a une vision. Et la vision, c'est quoi? C'est qu'on a une démarche qui engage la communauté à réfléchir. Oui. Pas de permettre à la communauté d'être toujours à l'état de demandeur. C'est-à-dire qu'une communauté qui tend les mains. Et ça a été depuis longtemps. Si aujourd'hui on a des problèmes dans nos communautés, parce que quand on entend ONG ou projet, tout de suite les gens pensent qu'on doit donner de l'argent. Oui. Ça c'est un problème. C'est un problème que nous rendons. Et c'est pourquoi notre discours est très clair. On n'a pas d'argent. Si vous voulez collaborer avec nous, on n'a pas d'argent à vous donner. Oui. Je pense que la dépendance au niveau des communautés, les organisations que nous sommes, on a encouragé ça dans les communautés. D'accord. Mais nous, ça c'est une réflexion qu'on a eue pour dire que est-ce qu'on va continuer à créer cette dépendance-là? D'accord. Non, il faut faire réfléchir les communautés à comprendre que c'est pas la solution, ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça doit venir. D'accord. Donc on n'a pas ce problème-là. Nos ressources viennent de l'ambassade de l'UNICEF, des Pays-Bas par exemple, de l'UNICEF. Ça c'est des organisations qui sont connues et des fondations. Et on n'est pas, avec peu d'argent, on est en train de se battre pour mener des activités. D'accord. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Info Corona qui a le plaisir de recevoir M. Mamadou Coulibaly, chargé des programmes de Grande Major Projet Changement par la culture. Alors M. Coulibaly, toujours dans le contexte du Covid-19, quel est l'impact que ce virus a causé dans le planning de vos programmes, de vos activités? Oui, j'avoue que M. Baldé, ça a vraiment perturbé notre programme. On avait beaucoup de partenaires qui avaient appuyé un programme assez au niveau du secteur de l'éducation, au niveau de la protection de l'enfant. Par exemple, avec l'UNICEF, on avait un projet qu'il fallait mettre en œuvre, avec Trust Africa, avec d'autres bailleurs avec lesquels on devait vraiment mettre en œuvre beaucoup d'activités. Malheureusement, tout a été perturbé. Et j'avoue que quand même, il faut remercier aussi la direction de l'organisation qui a été d'un grand apport, parce que dans d'autres organisations, les gens, même par rapport au salaire, les gens ont été obligés. C'était des activités financées en amont ou bien... Oui, c'était des activités qui étaient déjà financées en amont, qu'on ne pouvait pas, on ne peut plus les réaliser parce que ça regroupe quand même un certain nombre de personnes. On a été obligé, avec vraiment beaucoup de tact, de réfléchir à voir quelles sont les activités. Et avec les partenaires, nous avons réussi à convaincre certains de dire que nous sommes obligés de parler du corona. Ça n'est pas posé le truc, mais on est obligé de discuter de ça. Et ils ont accepté d'orienter quelques appuis qu'on puisse les réaliser. Et l'organisation elle-même, vous savez, c'est une petite organisation qui a un conseil d'administration où les gens se cotisent. Il y a des fonds qui sont là-bas. Et les gens avec le fonds propre de l'organisation, on a appuyé certaines activités, même par rapport à l'appui que nous avons donné. Ça a été une contribution du personnel, mais aussi de la direction pour appuyer les communautés. Parce qu'on n'avait pas de ressources ailleurs pour dire qu'on va appuyer les communautés. Justement, dans cette période de crise, comment vous gérez votre personnel? Oui, ils sont là et on est en train de respecter les gestes barrières. Quand les gens viennent, on a pu quand même trouver des masques pour eux. Et en tout cas, d'abord, au début, on a trouvé tout ce qui était matériel qui leur permettait de le lavage, les gels hydroalcooliques. On a pu trouver ça. Et aussi sur le terrain, les véhicules, on est obligé, à l'époque, on était un nombre, on pouvait se serrer. Mais là, on respecte également les principes qui sont édictés par le ministère et par le ministère de l'Intérieur. Donc, on est obligé de prendre d'autres véhicules. Et d'ailleurs, même le véhicule, c'est beaucoup de ressources parce que le véhicule est obligé de partir et de revenir parce qu'il ne peut pas aller prendre au-delà de 2 personnes, plus le chauffeur. Donc, le véhicule. Donc, tout ça, on est en train de gérer. Et aussi de les encourager, parce que aussi la gestion du personnel, c'est pas évident, ils sont dans la crainte, mais aussi on est en train d'encourager les gens
Et je les remercie également parce que c'est une équipe très dynamique, très engagée. C'est des femmes qui n'ont pas peur d'aller sur le terrain. Elles aiment les communautés et je pense que c'est ça le plus important. Et les motivations, comment ça se passe par là? Je veux dire par là le paiement. Non, c'est vraiment. Vous gérez... Non, ça c'est la direction. On continue jusque-là, on touche du bois, on essaie de gérer. Maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Nous tous nous attendons et nous sommes prêts à assumer, vraiment à supporter la situation parce que ce n'est pas... personne n'est épargné. L'aide financière que le président de la République a envisagé de faire, vous n'êtes pas concerné? Non, on n'est pas concerné. Même le paiement des factures d'eau et d'électricité? Non, les organisations, ça c'est un peu le social. Je pense que les organisations ne sont... Maintenant, quand on arrivera, et comme le président de la République l'a dit, je pense que c'est un président qui a voulu régler en tout cas le social pour tout. Il n'a pas voulu et il a lancé un appel pour que les gens, même par rapport au paiement des taxes liées par exemple à les presse et autres, que ça soit un peu prolongé. Je pense que ça c'est des mesures qui ont été peut-être au niveau de la direction, ils sont en train de voir comment. Mais jusque-là, je pense qu'on touche du bois. On arrive à gérer. On dit que les ONG sont des observateurs. Est-ce que ici, les observatrices autant pour moi, est-ce que ici aussi vous avez un œil sur la distribution des vivres, la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19? Est-ce que votre ONG a son regard dans cela? Oui, je pense que tout le monde ne peut pas être dans des structures de ce genre, parce qu'il y a la société civile. Et là, je pense que le forum civil, par exemple les tribunaux Rado et autres, sont représentés, ils représentent toute la société civile. Maintenant, ailleurs, vous pouvez, dans une certaine mesure, trouver des organisations qui feront partie naturellement de ces... Est-ce que ici aussi, vous avez un œil sur la distribution des vivres, la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19? Est-ce que votre ONG a son regard dans cela? Oui, je pense que tout le monde ne peut pas être dans des structures de ce genre, parce qu'il y a la société civile, et là, je pense que le forum civil, par exemple les tribunaux Rado et autres, sont représentés, ils représentent toute la société civile. Maintenant, ailleurs, vous pouvez, dans une certaine mesure, trouver des organisations qui feront partie naturellement de ces structures-là. Mais vraiment, je pense que à ce que je vois et j'entends, en tout cas tout ce que j'ai constaté, toutes les dispositions sont prises au niveau local pour que les choses se passent dans la transparence. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer, mais dans tous les cas, je pense que la configuration des comités ne souffre d'aucun doute que vraiment les choses vont se passer vraiment dans les règles là. D'accord. Un mot sur l'éducation, parce qu'on a entendu que le ministre a fait un communiqué disant que la reprise des cours c'est le 2 juin. Vous en tant qu'ONG ou en tant qu'acteur citoyen, est-ce possible de retourner à l'école le 2 juin? Oui, on prie Dieu, parce que moi je suis très optimiste. Je suis dans la perspective de me dire que demain on va finir avec le corona. C'est ça que je me mets dans la tête. Je suis pas dans la perspective de dire qu'on va être avec le corona jusqu'au 2 juin. Et je pense que les autorités, ils ont plus d'informations que nous en tant que citoyens lambda. Ils apprécient la situation, ils discutent avec les partenaires. Et le 2 juin, c'est une projection. On se projette et on a le droit de se projeter. Et quand quelqu'un gouverner, c'est prévoir. On se projette le 2 juin, mais les conditions ça dépend naturellement de la situation du Covid au Sénégal. Mais nous sommes dans une zone pluvieuse. Est-ce que le 2 juin déjà, c'est possible qu'il y ait le commencement de la pluie? Mais est-ce que c'est possible aussi d'envoyer les enfants à l'école? Oui, je pense que le schéma qu'ils ont mis en place, c'est que c'est les élèves qui sont en classe d'examen. Je pense que ce n'est pas méchant, à mon avis. C'est de voir un peu le contexte. Nous n'avons pas travaillé. À situation exceptionnelle, peut-être on va avoir des attitudes et mesures exceptionnelles. Et connaissant les parents, la réalité du milieu, est-ce que les parents vont accepter de laisser leurs enfants aller à l'école en plein hivernage? Je pense que ça demande quand même un dialogue, une information assez poussée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas
Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas avoir des décisions ascendantes. Il faut toujours partir vraiment qui quitte le bas et qui monte. Il ne faut pas vraiment faire du top-down comme le disent les anglophones. Je pense qu'il faut échanger. Il faut demander aux IF de discuter avec les partenaires de l'éducation, que sont les parents d'élèves et autres acteurs, nous-mêmes qui travaillons dans l'éducation, que nous puissions donner nos idées, nos avis. Et je pense que si on remonte ces informations-là, peut-être que le ministre trouvera la solution la meilleure. Et je pense d'ailleurs qu'il a fait une visio, je crois qu'une réunion en tout cas en conférence, avec plusieurs partenaires où des gens ont donné des points de vue. Et c'est à l'issue de ça, je pense qu'ils ont décidé de programmer ça le 2 juin. Maintenant, tout dépendra des conditions dans lesquelles, par exemple, les zones comme nous, comme Vélingara, comme Ziguinchor, où on sait que la pluie peut arriver, et cette année il est prévu même que les pluies arrivent un peu plus tôt. Je pense que c'est des choses qu'il faut apprécier et voir. Mais le plus important pour moi, c'est comment combattre le Covid. D'accord. Je me mets dans une perspective de dire que c'est ça d'abord. Comment combattre le Covid? Est-ce que vous, le Covid là, n'est-il pas un message auprès de nos autorités pour dire qu'il est temps de repenser le système politique de développement en Afrique, que ce soit dans le monde? Parce qu'aujourd'hui on parle de visioconférence, on parle de télétravail. Mais est-ce que ce n'est pas possible de tendre vers le numérique, de favoriser le numérique aussi? Oui, je pense que le numérique, oui, c'est vrai. On va aller vers cette perspective-là. Oui. Mais est-ce qu'on est suffisamment préparé pour ça? Avec autant d'analphabètes, avec le contexte actuel. Oui. Vous êtes d'accord avec moi, en Europe, les gens ont travaillé avec, malgré le fait qu'ils n'ont pas été à l'école, mais les enfants ont travaillé à la maison. Parce que le contexte est approprié. Mais nous, l'enfant qui est à Koumera, mais l'enfant qui est à Banakuru, là où tu habites, comment il peut étudier avec le numérique? C'est pas possible. Mais je pense qu'il y a des préalables. Pour moi, le problème est autre chose. Je pense que l'éducation doit être une affaire de tous. C'est-à-dire que, d'abord, au niveau familial, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je pense que nous, notre contexte africain, on doit adapter notre école avec notre contexte africain d'abord. Le numérique, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, dans le petit village qui est là, au niveau de la famille? Quel est le rôle de la famille? Quel est le rôle de la communauté sur cet enfant qui va à l'école? D'abord, ça c'est le premier niveau. Parce que pour moi, à cette époque-là, présentement, chaque père de famille ou chaque mère de famille ou chaque grand-mère devait jouer un rôle sur l'enfant. D'accord. Mais comment? Avec ce que nous connaissons sur le plan culturel, les pratiques culturelles, ce que nous connaissons, les contes, etc. Est-ce qu'on est en train de faire ça? Je pense que ça c'est un travail d'abord qu'il faut régler. Comment l'école pourrait être une école du Sénégal, comme le disait Djibi Diakhaté, nous avons une école au Sénégal, mais nous n'avons pas une école sénégalaise qui nous permet de nous réconcilier avec nous. Je pense que ça c'est le premier pour moi, la première des choses d'abord. Ensuite, et ça, si on réussit ça, et la question des langues nationales et tout ça, si on réussit vraiment cette réalité, cette compréhension-là, on essaie de comprendre et de nous adapter, et en ce moment, le numérique va venir très facilement. D'accord, mais est-ce que vous, les ONG, souvent vous donnez des conseils aux autorités publiques en matière de politique de développement? Est-ce que vous le faites aussi? Bon, on fait un plaidoyer. Par exemple, nous travaillons dans ce qu'on appelle l'intégration des valeurs et traditions culturelles à l'école. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Il s'agit de voir comment intégrer le savoir local dans les écoles. Et je pense que ça, c'est bien apprécié. Et la plupart des villages ou des communautés où on a fait ça, ça a boosté un peu les résultats. Parce que ça motive davantage les enfants, ça motive la communauté autour de l'école. Et c'est ça qui est cherché. Maintenant, nous avons aujourd'hui, l'État est vraiment informé. Et aujourd'hui, des livrets ont été produits, des guides, et ça c'est le ministère de l'Éducation. Et je pense qu'ils ont agréé tout ça. C'est pour montrer que vraiment avec nous faisons des choses qui constituent une réponse certainement à la politique d'éducation qui permet en tout cas à l'école d'être une école sénégalaise. Voilà. De la fin, avant que se termine l'émission. Oui, et dire encore une fois que cette maladie-là, c'est une affaire de tous. J'invite en tout cas
les communautés. C'est dommage que l'approche qui est développée a poussé les communautés à dire que l'amungu, c'est le terme qu'on utilise, l'amungu. Et ça, quand je l'entends, je suis un peu je suis dérangé, parce que je suppose que si on a l'amungu, c'est une affaire de mine-on, toi, quelqu'un. Et donc ça doit être notre affaire. C'est pas une affaire de l'âme, c'est pas une affaire du préfet, c'est pas une affaire du cadre de la lutte contre le Covid. Nous avons aussi lancé une initiative, un aîné, un masque. Ça veut dire mort de Kala et masque. Donc pour nous, il faut nécessairement, parce qu'on sait la vulnérabilité un peu des aînés, donc on a décidé vraiment d'appuyer, en tout cas psychologiquement, les personnes âgées. Et pour cela, nous allons commander en fait des masques, mais aussi donner à chaque vieux, chaque personne âgée, vraiment l'opportunité de porter un masque. Et ça, World Vision est prêt à appuyer cette initiative parce que nous avons partagé l'idée avec les responsables de Sud-Est. Et donc il est prêt à appuyer l'idée de Maudokala, masque. Inch'Allah, dans les prochains jours, c'est ça notre initiative. Voilà. Mais j'invite tous les villages, tous les habitants, en tout cas les acteurs communautaires à s'investir, à être comme vraiment des boucliers à tous les niveaux pour qu'on puisse combattre. Et je pense que c'est possible. À mon avis, on peut arriver à combattre, mais il faudrait que chacun joue sa partition. Il faudrait que chacun se dise que je ne dois pas contaminer, je dois éviter, je dois respecter les gestes barrières qui sont édictés. Et ensemble, dans la solidarité, nous arriverons à combattre le Covid-19. Très bien. Ensemble, dans la solidarité, nous combattrons le Covid-19. Ce sont les mots de M. Koulibaly. Alors, mesdames et messieurs, votre émission Info Corona tire à sa fin. Rendez-vous très prochainement avec un autre numéro d'Info Corona. Je vous remercie. My people are crying, my people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible.